il n'est pas rare de voir en Afrique des mouvements féministes de gauche à droite, de tribord à bâbord, pour réclamer leurs droits. Récemment, j'ai discuté avec un ami. Il me disait que les femmes ne peuvent pas diriger le pays, ne peuvent pas être présidentes, parce qu'elles sont faites pour être dirigées par les hommes. Et s'il en est ainsi, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ça émane de Dieu. Ceci montre combien la misogynie, le sexisme est une réalité de chez nous aujourd'hui. Mais les questions qui méritent d'être posées sont celles-ci. Est-ce que l'Afrique a toujours été sexiste et misogyne? Est-ce que la femme a toujours été reléguée au second plan en Afrique traditionnelle? Est-ce que le sexisme qui gangrène aujourd'hui la société africaine est-il une culture adoptée par les Africains, c'est-à-dire une culture étrangère aux réalités africaines authentiques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Attachez les ceintures, on file. Peut-être ça va surprendre certains, mais l'Afrique a toujours accordé une place importante à la gente féminine. Les services de la gente féminine, de la femme, sont toujours sollicités en Afrique traditionnelle. Les femmes étaient impliquées sur tous les plans, et ce, depuis l'Empire égypto-nubien. Parmi les femmes les plus influentes en Afrique authentique, en Afrique traditionnelle, nous avons Hatshepsut. Hatshepsut était une reine pharaon en Égypte pharaonique. Elle a joué un rôle prépondérant dans la politique égyptienne. Il y a également une autre femme qui s'est illustrée dans l'Antiquité égyptienne. Cette femme était docteur en chef et physicienne en même temps. Cette femme s'appelait Pézéchée. Il faut savoir que depuis l'Ancien Empire, les Égyptiens avaient déjà élaboré un corps professionnel officiel de femmes médecins. Et c'était Pézéchée qui dirigeait ces femmes-là. Elle était la directrice. Elle octroyait des diplômes à ces femmes médecins ou doctoresses ou sages-femmes. Et ce, depuis l'Ancien Empire à la 4e dynastie vers 1700 avant notre ère. À cette époque, il n'y avait aucune femme en Mésopotamie ou en Grèce qui avait ce même type de statut que Pézéchée, c'est-à-dire doctoresse et physicien en même temps. Pézéchée était également prêtresse, parce qu'il faut savoir que en Afrique traditionnelle, la médecine et les divinités sont intrinsèquement liées. Pézéchée est la première femme doctoresse et physicienne au monde. À cette époque, les femmes grecques n'avaient même pas la citoyenneté. Avec ça, on veut nous faire croire que c'est la Grèce qui est à l'origine de la démocratie. Il y a également une autre femme qui s'est illustrée au même titre que Pézéchée en Égypte pharaonique pendant l'Ancien Empire. Elle s'appelle Méritpeta. Méritpeta était physicienne. Parmi les femmes influentes de l'Égypte pharaonique, il y a Tiye. Tiye est une femme influente qui a géré de façon précieuse la diplomatie égyptienne pendant la 18e dynastie, c'est-à-dire 1400 ans avant notre ère, sous le règne de son mari Amenhotep III. En Égypte pharaonique, le principe divin qui incarne la justice, l'équilibre, l'harmonie, la paix était une déesse. Son nom, Maat. Maat élabore également les règles de conduite qui régissent la vie des anciens Égyptiens sous forme de 42 commandements. Maat est une déesse, est une femme. En Égypte pharaonique,
la seule personne qui connaît le 5e nom de Dieu, c'est Isis, c'est-à-dire la femme d'Osiris. Parmi les femmes influentes en Afrique traditionnelle, nous avons les Kandas. Kandas est une reine soudanaise. Ce titre de reine se transmettait de reine en reine parce que c'était le système merwatique. Parmi les femmes Kandas les plus influentes, nous avons Amani Sakheto. Amani Sakheto était reine et chef de guerre en même temps. Elle a été reine soudanaise de Napata et de Meroé. Elle a refusé de se plier face aux harcèlements et aux menaces du roi romain Auguste et ses hommes. Sa mère, Amani Renaz, qui était également reine, avait organisé une révolte face aux invasions de l'armée romaine du roi Auguste entre 28 et 21 avant notre ère. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, le pouvoir se transmettait par la mère. Ainsi, on ne succédait pas le père, mais on succédait son oncle. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle la linguère. La linguère était celle qui avait la légitimité de choisir celui qui doit être roi. Donc, le pouvoir ne se transmettait pas de père en fils, mais le pouvoir se transmettait à travers la maman ou la sœur qu'on appelle linguère. Ceci témoigne qu'en Afrique traditionnelle, la femme était au centre de la société. Elle était impliquée dans la gestion du pays, dans la gestion de la société, sur tous les plans et dans tous les domaines. Toujours parmi les femmes influentes, il y a la reine Nani de la Jamaïque. Nani est née au royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana. Elle a été captivée et amenée de force en Jamaïque pour travailler dans les plantations. Nani est l'une des figures emblématiques de la révolte des esclaves marrons de la Jamaïque au XVIIIe siècle. Elle a mené une vie rude aux esclavagistes britanniques, malgré la puissance de feu des Britanniques. Pendant 30 ans, Nani a libéré plus de 1000 esclaves en Jamaïque, dans les plantations, pour les installer dans des communautés d'esclaves marrons. Les soldats de Nani s'habillaient de façon à se ressembler aux arbres et aux buissons et créaient des embuscades. Ils ont massacré pas mal de Britanniques. Nani avait également une corne appelée Abeng qu'elle faisait sonner pour avertir ses soldats des attaques britanniques. Nani avait également des pouvoirs Obeya. Obeya, c'est une sorte de pouvoir mystique dérivant de la spiritualité africaine traditionnelle, notamment d'Ashanti. C'est d'ailleurs ce qui lui permettait d'avoir une certaine connaissance en médecine. Elle maîtrisait pas mal d'herbes curatives. Parmi les femmes influentes et vénérées en Afrique traditionnelle, il y a les femmes du royaume Walo au Sénégal. En 1820, les esclavagistes et conquérants arabo-berbères de l'empire Trarza ont envahi le Walo pour chercher des esclaves. Du coup, la linguère Fatim Mbodj avait organisé une résistance farouche contre ses conquérants et esclavagistes. Ce faisant, Fatim Mbodj et son armée, composée de femmes, étaient déguisées en hommes et elles les ont infligé une défaite. Blessés dans leur orgueil, parce que, étant battus par des femmes, ce qui est insupportable dans leur culture, patrilinéaire et misogyne. Les esclavagistes et conquérants arabo-berbères ont organisé une deuxième attaque surprise contre le Walo. Ce faisant, la défaite était imminente pour le Walo. Du coup, la linguère Fatim Mbodj et son armée de femmes ont organisé un suicide collectif pour sauver leur honneur.
C'est ce qu'on appelle au Sénégal le fameux Talatay Nder, parce que ça s'est passé à Nder, la capitale de Waalo. Il y a également 2 filles de la Linguère Fatim Mbodj qui se sont illustrées dans la défense du royaume du Waalo. Elles s'appellent Djembon Mbodj et Ndata Yalla Mbodj. Djembon Mbodj, mais surtout Ndata Yalla Mbodj, s'est illustrée dans la lutte contre les conquérants musulmans arabo-berbères et contre les colonisateurs européens. Il y a également une femme qui s'est illustrée contre les conquérants européens au XVIIe siècle du nom de Kimpa Vita. Kimpa Vita lutta pour la restauration du royaume Congo disséqué sous la domination portugaise. Elle était également prophétesse et la fondatrice du mouvement antoiniste. Parmi les femmes influentes en Afrique traditionnelle, nous avons la reine Zinga. Zinga était la reine du royaume Matamba et du royaume Ndongo dans l'actuel Angola au XVIIe siècle. Elle fut également une fervente résistante à la colonisation portugaise et européenne de façon générale. Une anecdote. Alors envoyée en tant qu'émissaire pour aller négocier avec le gouverneur du Portugal en Luanda, en 1657, Zinga demanda à l'une de ses compagnons de se mettre à 4 pattes pour s'asseoir sur son dos. Étant donné que le gouverneur voulait l'humilier en l'invitant à s'asseoir sur une paillasse pendant les négociations. Ce qui, dans la tradition africaine, ne convenait qu'aux subordonnés. Du coup, Zinga a refusé de s'asseoir sur la paillasse. Il y a également en Afrique de l'Ouest, notamment dans le royaume Ashanti, une femme très influente du nom de Ya Asantewa. Ya Asantewa est la reine mère d'Edjussu dans l'empire Ashanti, c'est-à-dire l'actuel Ghana, appelé autrefois Gold Coast. En 1900, Ya Asantewa dirige une révolte contre les volontés du gouverneur de la Côte de l'Or qui voulait s'accaparer du trône d'or du royaume Ashanti. Ce trône qui symbolise la nation Ashanti. Ceci s'est passé après que le roi Ashanti, Prempeh I, et nombre des membres du gouvernement étaient envoyés en exil aux Seychelles par le gouverneur général britannique Frederick Hodgson. Ya Asantewa devient la régente du royaume. Les membres restants du gouvernement organisèrent une réunion secrète pour discuter sur les modalités à adopter pour ramener le roi. Mais des points de discorde ont été notés. Ya Asantewa, qui était présente dans cette réunion, se leva brusquement et prononça ces fameux mots qui sont aujourd'hui très touchants. Je vais vous lire le fameux discours de Ya Asantewa prononcé pendant cette réunion entre membres du gouvernement du royaume Ashanti. Je vois que certains d'entre vous ont peur d'aller se battre pour notre roi. Si c'était les jours glorieux d'Osei Tutu, Okomfo, Anoki ou Opokuwar I, les chefs ne regarderaient pas les rois se faire enlever sans faire feu. Aucun Européen n'a pu parler au chef Ashanti comme le gouverneur vous a parlé ce matin. Est-ce vrai que la bravoure Ashanti n'est plus? Je ne peux pas le croire. C'est impossible. Je dois dire ceci. Si vous les hommes Ashanti n'y allez pas, nous le ferons. Nous les femmes le ferons. J'en appellerai à mes camarades femmes. Nous nous battrons. Nous nous battrons à ce que la dernière des nôtres tombe au champ de bataille. Après avoir prononcé ce fameux discours historique, Ya Asantewa prend la tête de la rébellion Ashanti. Elle gagna aussi le soutien d'autres membres de la noblesse. Cette guerre engagée par Ya Asantewa en 1900 est connue sous le nom de guerre du trône d'or. Toujours pour accorder plus de valeur à la femme, les enfants de la société africaine portaient les prénoms de leur maman. C'est pourquoi nous avons des noms comme Ladjor Ngone Latir. Ngone Latir était la mère de Ladjor.
Lat Dior est aujourd'hui considéré comme le héros national au Sénégal. Ou bien Maba Diakhou Ba. Diakhou était la mère de Maba Diakhou. Ou encore Sidia Ndata Yalla Diop. Ndata Yalla était la mère de Sidia Ndata Yalla Diop. L'éducation des enfants était également réservée à la femme parce qu'en Afrique traditionnelle, la femme est considérée comme sage, comme celle qui doit former la société, le bien-être social, comme celle qui doit être à l'origine du bien-être social, à l'origine du bon fonctionnement de la société. Compte tenu de toutes ces considérations que nous venons de citer, si aujourd'hui les Africains sont sexistes ou misogynes, c'est parce qu'ils ont adopté des cultures d'origine étrangère, patriarcales. D'ailleurs, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, les femmes grecques n'avaient pas la citoyenneté. Avec ça, ils veulent nous faire croire que la Grèce est à l'origine de la démocratie. En plus de la Grèce, il y a la France qui se réclame pays des droits de l'homme. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen élaborée en France en 1789 excluait les femmes. Les femmes françaises n'étaient pas concernées. Les femmes européennes et françaises en particulier n'avaient pas le droit de vote. En France, les femmes ont eu tardivement le droit de vote en 1944. Il en est de même chez les Arabes. Les Arabes n'ont jamais respecté les femmes. Dans le passé, avoir une fille chez les Arabes est considéré comme une malédiction. Les filles étaient enterrées vivantes en Arabie. D'ailleurs, le dernier pays à accorder aux femmes le droit de vote, c'est un pays arabe, c'est l'Arabie Saoudite. Les femmes saoudiennes n'ont eu le droit de vote que récemment, en 2015. Donc, les femmes africaines ont aujourd'hui perdu leur statut précieux du passé parce que nous avons hérité des cultures d'origine étrangère, patriarcales et misogynes. Donc cela n'a rien à voir avec nos valeurs traditionnelles, avec nos valeurs africaines d'antan que nous avons substituées à des valeurs et des règles d'origine étrangère. Donc les questions de féminisme, de droits de la femme étaient un faux débat en Afrique traditionnelle. Parce que la femme était respectée, elle jouissait de tous ses droits et était impliquée dans la gestion du pays, dans tous les domaines et sur tous les plans. Voilà qui met fin à l'exposé. C'était juste pour mettre l'accent sur le statut de la femme africaine authentique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et